Voilà, je le retrouverai après basique. Voilà, on va peut-être commencer. Bonjour à tous, merci d'être là. Bienvenue à ceux qui nous écoutent ce matin. Nous allons donc débuter cette seconde partie de la journée pédagogique, ou plutôt la deuxième, parce qu'on en a eu une troisième. Et la thématique abordée dans cette deuxième partie sera tout particulièrement la justice, en rapport bien entendu avec la thématique de l'exposition. Nous aurons une première intervention donnée par Donia Sophia Legrayer, qui est licenciée en politique économique et sociale de l'UCL, spécialiste en évaluation des politiques publiques, qui va nous parler succinctement des lois mémorielles, de l'état des lieux, un petit peu des attentes historiques des victimes du franquisme, de la répression franquiste après la guerre civile. Ensuite, nous aurons une intervention de Mario Espano La Secta, qui est archiviste, historien et gestionnaire de projets culturels, licencié en histoire médiévale de l'Université de Barcelone, et qui, lui, nous proposera un exposé sur le bilan et les perspectives des politiques de la mémoire en Catalogne, et dans une perspective plus générale sur société politique, donc le temps de la mémoire historique. Je pense que le mieux serait probablement de laisser parler chacun des orateurs et après chaque intervention, si des questions sont posées, d'engager un petit débat après chaque intervention. Voilà, je vais donc passer la parole à Sophia Legrayer. Voilà. Merci, Marc. Bonjour et merci, merci d'être là. Voilà. Dans le cadre d'un travail de fin d'études, j'ai pu avoir la possibilité de travailler sur l'évaluation des politiques publiques et on m'a accepté de pouvoir travailler sur la loi de mémoire historique, ce qui pour moi était très très important parce que je suis moi-même petite fille de victimes, de disparues, donc c'était quelque chose qui était aussi nécessaire dans mon propre parcours et de pouvoir apporter ma pierre à l'édifice. Donc je vais reprendre aussi le PowerPoint pour le suivre en même temps, sinon je n'y arriverai pas. Voilà, et donc la recherche que j'ai pu mener dans le cadre de ce travail en évaluation des politiques publiques portait sur les attentes des victimes par rapport à la loi de mémoire historique qui est parue en 2007, 5 ans après l'entrée en vigueur de cette loi, et aussi dans une période où finalement, au moment où j'ai démarré mon travail de recherche et au moment où j'ai finalisé ce travail de recherche, il y a eu un changement de législature avec des implications très très importantes par rapport à la mise en œuvre de cette loi, et donc il y a un regard par rapport au texte lui-même et puis par rapport à la réalité vécue en fonction du contexte politique. Donc le plan de la présentation, c'est un peu le contexte de la recherche. Je vais passer en revue le cycle de la politique publique, donc en termes d'action publique, notamment la transition démocratique versus la continuité de l'État franquiste. Donc, je pense qu'effectivement ce matin, les intervenants et Siegfried ont pu le souligner. On va à plusieurs reprises dans les interventions se recouper un peu, se rejoindre avec des angles de vue un peu différents. Et donc ici, on est vraiment par rapport à la lutte pour la reconnaissance, on est vraiment dans le cadre de la vision des victimes, mais aussi la vision des différents acteurs,
Et vous verrez que c'est parfois utile de voir un peu le positionnement de droite à gauche par rapport à cette loi. Ça nous permet d'appréhender un peu la façon dont est vécue cette problématique en Espagne aujourd'hui, donc en 2013. Je formule donc une hypothèse également, et puis pour vérifier cette hypothèse, je vais passer d'une part en revue un point comparatif de ce qui se fait dans différents pays en termes de politique mémorielle, la position des acteurs, et donc là je parle des acteurs en présence au niveau de la loi de mémoire historique espagnole, donc que ce soit les acteurs internes ou externes, le projet de la Junta de Andalucía, puisque au moment où j'ai fait ma recherche, il y avait un avant-projet de loi qui était sur la table à la Junta de Andalucía, et voir un peu aussi comment il est reçu par rapport à la loi nationale et par rapport aux difficultés que ça peut engendrer. Et puis la réponse donc à la question fondamentale, est-ce que la loi rencontre les attentes des victimes et quels sont les aspects qui rencontrent ou qui ne les rencontrent pas et quelles sont les autres attentes, voilà. Et bon, toute cette recherche s'est faite sur une base théorique qui était la théorie de la lutte pour la reconnaissance de Axel Honneth. Et donc je vais un peu relire donc, les attentes, puisque j'ai procédé à des interviews dans le cadre de cette recherche, et relire les attentes par rapport à ce cadre théorique de lutte contre la reconnaissance, de lutte pour la reconnaissance, et le constat qui est un peu une nouvelle piste de travail, qui est le concept de victimisation tertiaire que j'aborderai donc au cours de l'exposé. Voilà, donc en ce qui concerne le contexte de la recherche, mais donc, elle se situe au moment de l'entrée en vigueur de la loi, donc 71 ans après, 71 ans de déni total des victimes, hein, donc de criminalisation, de diabolisation des victimes. Je pense que la plupart des personnes qui sont ici dans la salle savent effectivement que pendant de très nombreuses années, et encore aujourd'hui dans les villages, le fait d'être montré du doigt en tant que victime, en tant que fils ou fille de rouge, puisque la terminologie continue à être employée, et parfois quelque chose de péjoratif dans le chef de ceux qui vous nomment. Voilà, donc la loi est votée, elle entre en vigueur le 27 décembre 2007, et il s'agit d'une loi qui a pour objectif principal de rendre l'honneur et la dignité aux victimes. Ça, c'est vraiment ce qui est annoncé dans l'exposé des motifs. D'une part, cette loi ne prévoit absolument pas d'évaluation en cours de route, ni de mise en œuvre. La seule évaluation qui est prévue, c'est en termes statistiques de chiffres au niveau du nombre de demandes formulées par des victimes auprès de l'administration des victimes. On le voit depuis le changement de législature, il y a toute une série d'actes qui ont été posés par le nouveau gouvernement du PP. Le premier étant de supprimer cette nouvelle administration des victimes et de renvoyer la question des victimes du franquisme auprès d'une administration déjà existante mais qui n'est pas spécifique. Et à partir de cette année-ci, donc déjà l'année dernière le budget a été réduit de 60%, cette année-ci il n'y a plus de budget consacré à la récupération de la mémoire, à l'aide aux victimes, puisque la loi prévoit précisément qu'il y a une aide aux victimes qui souhaitent récupérer la trace de leurs proches lorsqu'ils sont disparus, faire des recherches, etc. Tout ça est supprimé, il n'y a plus rien qui est mis en œuvre par le gouvernement. Alors le cadre de la recherche, donc il est limité, parce que compte tenu du temps dont je disposais, il est bien évidemment limité à l'évaluation partielle du dispositif par rapport aux attentes des victimes. Des victimes représentées par la voix des associations représentatives andalouses, parce que, pour des raisons de faisabilité, parce que je suis d'origine andalouse et que j'avais plus de facilité pour loger, plus de facilité pour m'y retrouver, pour avoir un réseau social. Donc très naturellement, ça s'est centré sur l'Andalousie. Mais je crois que c'est quelque chose qui peut être transposé de manière globale lorsque l'on peut lire sur Internet aussi les positions des différents
acteurs. Alors il y a plusieurs parties à cette recherche. Donc il y a d'une part une recherche documentaire qui elle porte effectivement sur l'ensemble de l'Espagne et les points de vue qui peuvent être donnés à l'extérieur. La position des différents acteurs tout au long du cycle de la politique jusqu'à sa mise en œuvre et jusqu'à aujourd'hui. Alors il y a également des entretiens semi-directifs qui sont réalisés en Andalousie. Andalousie qui a une particularité, une spécificité par rapport à la répression du franquisme un peu particulière par rapport au reste de l'Espagne dans la mesure où il n'y a pratiquement pas eu d'affrontement armé en Andalousie. Pour ainsi dire, le coup d'État a réussi à s'imposer dès le premier jour et il y a eu effectivement une campagne systématique de répression, de disparition forcée, de viols, d'assassinats, etc. Il n'y a pas eu, si ce n'est des petits noyaux de guérilla qui se sont ensuite portés vers la zone républicaine, il n'y a pas eu de réel affrontement armé entre l'armée républicaine et l'armée des putschistes. Voilà, pour employer le mot. Voilà, donc ça c'est la particularité que je tenais à souligner parce que c'est un peu différent des autres lieux où effectivement la mémoire peut porter davantage sur les lieux de combat, les affrontements, les champs de bataille, etc. L'Andalousie a cette particularité-là, c'est vraiment une campagne de répression systématique et la majorité des disparitions sont andalouses. Hein, donc les fosses, les disparus, une grosse majorité est en Andalousie. Voilà, donc il y a aussi le contexte particulier de l'avant-projet de loi régionale qui tente de pallier aux carences de la loi de mémoire historique nationale et des caractéristiques qui sont propres à la loi de mémoire historique en Espagne et qui, vous verrez, fondent un peu mon hypothèse, qui est l'existence du pacte de la Moncloa et la loi d'amnistie, qui s'oppose donc à la naissance d'un nouveau paradigme qui est porté par la société civile en Espagne et qui exige donc de pouvoir réouvrir l'histoire espagnole, de pouvoir réécrire les pages de l'histoire. Ce paradigme-là est en contradiction avec le contexte politique et l'accord entre les différentes forces politiques en jeu en Espagne, ce qu'on appelle donc le pacte du silence, hein, qui est ce que nous avons appelé la transition modèle espagnole. Et on le verra que j'ai un regard un peu critique sur cette transition. L'autre caractéristique, c'est que malgré cette contradiction, cette opposition profonde entre le paradigme porté par la société civile et le pacte du silence, il y a malgré tout dans l'élaboration de la loi une volonté de processus participatif qui implique l'ensemble des acteurs. Et on le verra, il y a des choses assez paradoxales et assez interpellantes pour nous qui avons un vécu ici en Belgique, comme notamment la consultation des phalanges pour élaborer cette loi. Voilà, donc la transition démocratique, donc je pense que c'est vraiment très important de comprendre les enjeux de cette transition pour appréhender les conflits que nous voyons aujourd'hui autour de la crise économique et sociale, mais aussi autour de la politique de mémoire. Et donc c'est vrai qu'il est parfois difficile de faire passer le fait que cette transition en réalité a été une transition élaborée de manière à assurer la continuité de l'État franquiste, et ça dès 1967 par la désignation par une loi de l'héritage du franquisme à Juan Carlos. Donc dès 1967 il est désigné héritier de Franco, et c'est lui qui est déjà préparé à l'époque pour pouvoir reprendre sur base d'une monarchie constitutive l'État espagnol après la mort de Franco, mais tout ça est préparé. La loi d'amnistie dont je parlais il y a un instant et le pacte de la Moncloa, qui est une condition vraiment indissociable du pluripartisme et de l'organisation d'élections.
et qui a obtenu donc l'accord du Parti socialiste ouvrier espagnol et du Parti communiste, à ce moment-là conduit par Santiago Carrillo, qui a été vraiment leur acceptation. Ils ont scellé cette loi d'amnistie, ce pacte de la Moncloa, comme une condition pour eux pouvoir avoir la légalisation des partis, et on verra pas tous les partis, mais donc le Parti socialiste ouvrier espagnol, le Parti communiste. Et donc on constate effectivement que les éléments clés de la structure de l'État franquiste sont maintenus au-delà de la transition et à la fin de la transition. Donc c'est vrai qu'il y a des réformes de structure, mais elles ne sont pas en profondeur, elles sont plutôt de façade. Les corps restent les mêmes. Voilà, il y a des appellations qui changent, des uniformes qui changent, mais fondamentalement les corps de l'État restent les mêmes. Et on le voit aussi, la loi d'amnistie, elle est sélective, donc elle ne touchera pas, comme Victor l'a rappelé ce matin, il y a eu pas mal d'affrontements et de luttes populaires pour demander une amnistie générale de tous les prisonniers politiques. On le verra que tant le Grapo que le Parti communiste renouvelé et l'ETA ne sont pas concernés par cette amnistie. Et aujourd'hui encore, il y a 3500 prisonniers politiques en Espagne. Donc je parle de 2013, essentiellement des gens proches des milieux de l'ETA ou du Grapo ou du PCR. Voilà. Donc c'est important de le savoir parce qu'on s'imagine qu'il n'y a plus aucun prisonnier politique en Espagne. Donc ils sont aujourd'hui de l'ordre de 3500. Et donc c'est cette contradiction non résolue entre ce nouveau paradigme dont je vous parlais tout à l'heure, porté par la société civile qui demande que l'on rouvre les pages de son histoire, qui veut savoir, c'est essentiellement les petits-enfants, les petits-enfants qui sont porteurs de cette demande en matière de mémoire publique, et le respect du pacte du silence. C'est vraiment la pierre angulaire, la pierre d'achoppement de tout ce processus. Alors l'hypothèse que j'ai émise en procédant à la recherche, c'est que la crainte qu'une réouverture d'un débat sur les responsabilités du passé ne mette en péril le consensus qui reste fragile et débouche sur un nouveau conflit fratricide. Et donc ça, c'est un argument que l'on entend souvent dans les débats, y compris dans les partis sociodémocrates. C'est vraiment l'argument principal qui est évoqué en disant oui, mais on ne va pas réouvrir les plaies, on ne va pas réaffronter les deux Espagnes, etc. Et donc la vérification de cette hypothèse démontrerait le rôle qui est joué par tous les acteurs tout au long du cycle de la politique publique pour conditionner in fine le contenu de la loi. Je crois que ça c'est vraiment très très important. Et la loi de mémoire historique ne peut pas répondre pleinement aux attentes des victimes dans la mesure où elle ne rompt pas avec cette loi d'amnistie. Ça fait partie de mon hypothèse. Et la confirmation de cette hypothèse expliquerait, à mon sens, le rapport de force qui est favorable aux vainqueurs, auquel la droite espagnole s'identifie très très régulièrement, parfois de manière très caricaturale, mais aussi, et c'est une des pistes que j'aimais, une victimisation tertiaire, que j'expliquerai un peu plus loin dans mon exposé, qui, à mon sens, me montre des risques d'affrontement, que ce soit au nom de cette mémoire ou au nom de l'héritage idéologique dont les descendants des victimes se sont investis un peu naturellement. Alors, au niveau des différentes démarches de justice transitionnelle et de politique mémorielle dans le monde, donc c'était intéressant de faire un petit point pour voir ce qui existait. Et ce matin, nous avons parlé des commissions de la vérité. Et donc l'initiative qui existe en Espagne est une initiative qui est portée par l'ONU, qui n'est pas... il n'y a eu aucune démarche législative, je veux dire, pour légitimer cette démarche au niveau de l'État espagnol. Donc c'est vraiment une initiative qui est portée par les victimes et par l'ONU, et qui n'est pas portée par l'État espagnol. Donc voilà. Donc les commissions de la vérité que j'ai pu découvrir tout au long de cette recherche sont essentiellement, même si c'est né en Afrique, ce sont essentiellement les commissions de la vérité en Amérique latine, qui constituent un cadre réglementaire à eux-mêmes, parce que
elles ont pour mission de mettre fin au silence, à l'oubli et à l'impunité, et donc nécessitent effectivement qu'il y ait une volonté juridique derrière. Et on a vu effectivement dans certains pays d'Amérique latine des lois visant à mettre fin à l'impunité. Je pense que le cas que l'on connaît le mieux, c'est celui de l'Argentine, où on a jugé des personnes responsables de la dictature et de la répression pendant la dictature. Il y a aussi des commissions qui se sont créées, donc il y a une fédération au niveau d'Amérique latine qui regroupe les commissions de la vérité, et il y a des commissions dans différents pays. Il y a des commissions qui se sont créées au Guatemala. Récemment, il y a un des présidents de la commission qui a été kidnappé avec le secrétaire de la commission qui a été assassiné donc, au Guatemala. Donc on voit que les conflits sont encore très exacerbés par rapport à ça. Voilà, elles tiennent lieu de verdicts judiciaires, donc elles ont vraiment un caractère légal important, qui statue sur le sort des victimes et des disparus. Et les exhumations et les mémoriaux sont appréhendés comme une réparation symbolique, aux côtés de la réparation matérielle qui elle aussi fait l'objet de lois. Alors, la jurisprudence qui est relative à la nullité des lois et jugements nationaux socialistes, c'est aussi un des points de comparaison. Au départ des études juridiques qui ont eu lieu, pourrait également s'appliquer à la situation espagnole. Et donc ici, on peut mettre en évidence effectivement la contradiction d'une politique mémorielle en Espagne, qui ne s'est pas dotée des instruments nécessaires à une réponse de type juridique. Donc, par des tribunaux, les tribunaux franquistes sont définis comme illégitimes. Et donc le terme illégitime peut sembler évident, mais c'est loin d'être évident. Illégitime ne veut pas dire illégal. Illégitime ne veut pas dire que les sentences et les tribunaux n'ont aucune validité. Et donc les sentences, la loi de mémoire historique espagnole n'annule pas les sentences. Elle donne l'autorisation aux victimes de faire des démarches pour réouvrir le débat au cas par cas. Et dans beaucoup de cas, ces démarches se sont soldées par des échecs sur le plan juridique. La justice, aujourd'hui, se rend parent derrière le fait que, par rapport à la loi qui était en vigueur au moment où ces sentences ont été prononcées, eh bien, le jugement est correct. Voilà. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils légitiment, donc ils le disent parfois dans leurs attendus ou dans leurs conclusions, ils ne légitiment pas le franquisme, ils ne légitiment pas les sentences, mais néanmoins, dans l'analyse juridique qu'ils font du jugement, comme c'était en fonction d'une loi qui était applicable à l'époque, le jugement est légal pour l'époque dans laquelle il se produisait. Voilà, c'est un des aspects qui est un peu controversé au niveau des victimes. Je reviendrai tout à l'heure parce qu'il y a deux visions qui s'opposent, mais malgré tout, majoritairement, l'ensemble des victimes souhaiteraient que ces sentences puissent être annulées. Alors les acteurs, donc voilà les acteurs que j'ai pu découvrir au travers des recherches documentaires. Je m'arrêterai sur les acteurs que j'ai découverts au travers des interviews. Et donc ici, au travers de la recherche documentaire, il y a l'équipe NISCOR, dont le siège social se trouve à Charleroi, qui est une équipe de juristes qui travaille sur les droits humains, sur la politique de mémoire, etc., et qui a une analyse très tranchée et critique de la loi de mémoire historique, aussi parce qu'elle avait eu l'occasion de représenter une quarantaine d'associations et de faire une proposition de plan pour régler la problématique de la justice, pour les victimes du franquisme, de la guerre civile et de la dictature. Et donc ils sont extrêmement critiques, donc ils ont un plan, ils ont une analyse aussi critique du rôle joué par Garçon dans cette dynamique juridique autour de la mémoire, et viennent avec cette analyse faire le constat que le jugement qui a renvoyé les victimes vers les tribunaux locaux par rapport à leur demande d'ouverture de fosse, donc c'est le jugement où Garçon a été réhabilité en quelque sorte par rapport à la demande qu'il avait faite au niveau de la mémoire, mais où on a renvoyé ça aux compétences locales, que cet arrêt qui blanchit Garçon sur ce plan-là est un arrêt qui condamne les victimes à
continuer dans cette dynamique où on tourne un peu en rond. On n'a pas réellement de base légale pour pouvoir avancer sur l'impunité, sur la condamnation, etc. Ça, c'est un peu l'analyse de l'équipe Nisport. Bon, ils sont accessibles sur Internet, donc vous pouvez chercher équipe Nisport, vous allez trouver. Il y a une rubrique qui est dédiée à l'Espagne, vous allez trouver tous les textes, ils sont très exhaustifs et ils sont très accessibles aussi, voilà. Voilà, et puis bon, ben, je me suis, puisque j'ai découvert, moi j'ai passé toute ma vie ici en Belgique, j'ai été élevée ici en Belgique, je suis arrivée quand j'avais 1 an et demi, et donc j'ignorais totalement que Falange était légal en Espagne. C'était une grosse découverte au moment de ma recherche. C'était tellement inconcevable. Voilà, et donc effectivement j'ai découvert que Falange existait, que Falange avait été consulté pour l'élaboration de la loi. Donc je suis aussi allée sur le site qui est tout à fait accessible et ouvert de Falange pour voir un peu quelle était leur position par rapport à cette loi de mémoire historique. Bon, Falange est évidemment extrêmement critique avec la loi de mémoire historique. Ils disent que c'est ouvrir des vieilles blessures, que c'est idéaliser une république qui avait des gros travers, etc. Et souhaiterait que l'on puisse considérer 2 camps égaux, donc victimes et bourreaux sur un pied d'égalité, comme ayant la même part de responsabilité et le même poids dans la dynamique qui s'est mise en place. La Fondation Francisco Franco, qui est aussi légale et subventionnée par l'État espagnol. Oui, non, c'est, voilà, moi j'ai découvert des choses, voilà, qui veut purement et simplement abolir la loi de mémoire historique. Elle se fixe d'ailleurs dans ses objectifs, si vous allez sur le site internet de la Fondation. L'objectif principal de la Fondation, c'est de mettre un terme à cette loi. Voilà. L'Église qui, en tant qu'institution, refuse toujours d'ouvrir la question de sa responsabilité dans ce qui s'est passé, et qui a répondu, et c'est très clairement exprimé comme ça sur leur site internet également, ils répondent à la loi de mémoire historique par la béatification de 500 religieux assassinés pendant les affrontements entre 1936 et 1939, 500 religieux parmi lesquels il y avait par erreur quelqu'un qui était républicain et dont la famille s'est insurgée avec virulence pour empêcher que cette personne ait une béatification. Voilà. Et donc ils vendent cette béatification en disant que les 500 religieux ont été spécialement choisis pour leur absence de rôle dans les affrontements, etc. Bon, voilà. On sait que l'Église a joué un rôle important du côté du franquisme, a soutenu le coup d'État, s'est préparé à ce coup d'État dès le début des années 30. Il y a des photos qui existent avec des prêtres dans une arène en train de s'entraîner avec des fusils. Donc clairement, ce coup d'État est préparé et l'Église assume sa volonté de mettre un terme à la République dès le début de cette République. Il y a aussi des prêtres qui ont joué un rôle auprès des républicains, mais ceux-là ont terminé avec les républicains en prison ou dans les fosses. Voilà, donc ça c'est la position officielle de l'Église, qui préfère ne pas débattre de la question. Il y a au sein de l'Église des personnalités qui, à titre personnel, ont effectivement pris d'autres positions, ont souhaité l'ouverture du débat, ont souhaité que l'Église assume et prenne conscience de la nécessaire reconnaissance de son rôle et implication dans l'affrontement et dans la dictature qui a suivi. Et les requêtés, alors pour ceux qui connaissent mal la composition des acteurs en présence au moment des affrontements, les requêtés ce sont des carlistes, donc des monarchistes, ils sont catholiques également, et très très catholiques d'ailleurs, et ils ont joué un rôle fondamental dans la répression en Espagne aux côtés des phalanges. Donc il y avait les phalanges, les gardes civiles, les militaires insurgés et les requêtés, et donc ce sont
la main-d'œuvre, je veux dire, qui a procédé aux assassinats, aux disparitions forcées, aux viols, etc. etc. Les requêtés assassinant les personnes après leur avoir présenté la croix en disant en espagnol, je ne sais pas si tout le monde va comprendre dans la salle, detente el corazón de Jesús está contigo. Détiens-toi, le cœur de Jésus est avec toi. Ils se promenaient avec un cœur sur la poitrine, ils avaient un béret rouge et ils étaient armés. Donc eux défendent l'idée d'un holocauste des catholiques. Donc 10 000 catholiques assassinés par les républicains. Bon, il y a effectivement 10 000 requêtés qui sont morts au combat. Ce sont des gens qui sont morts dans des affrontements. Oui, ils étaient catholiques, mais je veux dire, quand on va au combat, il est clair que l'on prend le risque de recevoir une balle. Voilà, au niveau des positions parlementaires, maintenant, je pense qu'il y a 4 positions fondamentales. Le Parti socialiste ouvrier espagnol, donc lui, est le promoteur de cette loi. Hein, donc, il vise avant tout la reconnaissance, la dignité et l'honneur, mais sans rupture du pacte du silence. Alors le Parti populaire qui ne votera pas la loi la rejette et parle d'esprit de revanche. Donc Zapatero étant petit-fils lui-même de fusillé, il parle d'esprit donc à ce moment-là c'est Aznar qui parle d'esprit de revanche. Et la coalition de gauche catalane, donc le GPECP, rejette la loi également et exige la reconnaissance des crimes contre l'humanité, l'application du droit international et l'abrogation de la loi d'amnistie. Et alors il y a toutes les autres forces démocratiques et essentiellement de gauche qui vont voter la loi, mais un peu dans la même logique que la coalition de gauche catalane, considère que cette loi arrive trop tard et est fortement incomplète, en ce sens qu'elle ne touche pas à la loi d'amnistie. Alors, donc je disais que cette recherche s'est faite parallèlement à un contexte d'actualité qui était l'élaboration d'un avant-projet de loi de la Junta de Andalucía, qui intervenait après avoir effectivement, eux, procédé, mais de manière très empirique, à l'évaluation sur le terrain de ce qui allait, de ce qui n'allait pas, des difficultés qui étaient rencontrées, etc. Et donc, dans l'avant-projet, il y a des demandes, enfin, la mise en place au niveau de l'Andalousie d'une loi qui condamne alors les sentences, donc il les rend illégales et non plus illégitimes, qui condamne le régime, qui appliquerait le droit international et l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité, la judiciarisation des exhumations, ça c'est quelque chose de fondamental, et voilà, donc ils pallient à toute une série de carences qu'ils ont constatées, dont les axes majeurs sont repris dans ces 5 points. Il reste, à mon sens, la question de subsidiarité, c'est-à-dire que cette loi est une compétence régionale et la loi fédérale donc, va s'imposer à pas mal d'égards, même si la justice est régionalisée. Il va inévitablement y avoir des contradictions à un moment donné entre la loi nationale et la volonté andalouse d'aller plus loin dans certaines thématiques, notamment en matière fiscale, etc., puisqu'on parle aussi des spoliations dans cette loi. Bon, moi j'ai parcouru un peu la position des différents acteurs et je n'ai pas suivi tous les débats parlementaires au niveau andalou à ce niveau-là, mais les publications au moment où j'ai arrêté mon travail, donc il y avait Guerra, Exilio y Memoria, qui avait émis toute une série d'amendements se basant sur une analyse juridique réalisée par l'équipe NISCOR et qui émettait comme critique essentielle que la loi est essentiellement située sur un plan moral de la mémoire, mais qui n'entre pas dans des aspects qui relèvent davantage de la justice. Donc, effectivement, ils ont pointé les conflits de compétences qu'il pouvait y avoir entre l'État fédéral et les régions en matière de justice.
Le reproche que Guerra, Exilio et Memoria formule également, c'est que la question des exhumations, malgré le fait qu'il y a une volonté de judiciarisation, reste encore appréhendée de manière un peu archéologique, comme des fouilles paléolithiques. C'est le terme qu'ils ont employé dans la critique qu'ils ont formulée. Alors en ce qui concerne les attentes des victimes, et donc là j'en viens aux interviews que j'ai pu avoir avec toutes les associations locales et régionales en Andalousie, donc locale située à Séville et régionale, alors plus située dans la province de Huelva ou dans la province de Séville. Bon, mais c'est que il faut aussi dissocier dans les interviews ce qui relève de la représentation idéologique d'un parti ou d'un mouvement social et ce qui relève de l'individu par rapport à son besoin de reconnaissance individuelle, par rapport à sa propre histoire. Donc ça, c'était quelque chose qui était constant dans les interviews, c'est qu'en même temps, il y avait une position consensuelle au niveau de l'association, du parti, du syndicat qui portait, qui était porte-voix des victimes, et en même temps, les représentants des associations étant eux-mêmes issus de familles qui avaient souffert de la répression du franquisme, avaient, en tant qu'individus, des attentes qui pouvaient parfois être un peu plus différentes. Donc individuellement, la loi rencontrait le besoin de reconnaissance morale, ça je crois que c'est quelque chose qui était assez unanime, mais vraiment en tant qu'individu, la loi prévoit l'obtention auprès du ministère de la Justice d'un certificat de reconnaissance en tant que victime. Ce certificat réhabilite moralement la personne par rapport à sa propre communauté et lui rend en quelque sorte une identité positive. Ça, c'est en tant qu'individu. C'est la même chose en ce qui concerne les exhumations. Même si il y a une demande que ce soit les autorités publiques qui assument les exhumations, les individus, enfants ou petits-enfants de victimes, sont relativement satisfaits des procédures d'exhumation individuelle parce que ça rencontre leurs besoins en tant que personne. Maintenant, la question juridique, la question de l'impunité reste présente, mais en tant qu'enfant de victime, voilà, il y a une rencontre de ce côté-là. Alors, la question de l'illégitimité des sentences ou de l'illégalité. Donc là, je vous disais tout à l'heure, il y a des divergences. Donc moi, j'ai rencontré dans les personnes interviewées, donc toujours comme représentants de mouvements, d'associations représentatives, mais j'ai rencontré le premier commissaire à la mémoire historique de la Junta de Andalucía, qui lui est issu d'une famille où toutes les générations ont été réprimées par le franquisme, donc du début du soulèvement militaire jusqu'après la transition. Donc il y a eu répression et emprisonnement de toute la famille. Et cette personne me disait, moi je ne souhaite pas que l'on annule ma sentence, parce que moi j'ai fait de la prison. Et cette sentence a existé. Alors qu'on la condamne, oui, mais qu'on l'annule, non, parce que ça fait partie de mon histoire. Voilà, ça c'était un point de vue. De manière générale, les victimes ont cette exigence d'annulation de sentence. Mais bon, voilà, c'est une voix un peu discordante que j'ai entendue et qui me semblait suffisamment interpellante pour que je la livre ici. Alors il y a évidemment une demande unanime de condamnation du régime par l'État et par le chef de l'État évidemment, ce qui n'a jamais été fait jusqu'à présent, et une demande d'abrogation de la loi d'amnistie et d'application du droit international, ça c'est également unanime. Alors au regard de la théorie de la reconnaissance, donc le cadre théorique d'Axel Honnet, on peut constater qu'il y a une omniprésence des formes de reconnaissance et de déni dans les discours des individus, des associations, des acteurs. Donc les termes que l'on entend constamment, parfois de manière très exacerbée, c'est le terme de dignité, d'honneur, de honte, de criminalisation, de réhabilitation, de compensation. Principalement dans les villages, la honte est quelque chose qui existe encore, qui tend à disparaître.
Mais bon, il faut savoir qu'après la répression, après avoir, je veux dire, les enfants de disparus, les enfants d'assassinés, les enfants d'emprisonnés sont restés stigmatisés, marqués et exclus de toute une série de fonctions sociales dans la collectivité, du fait qu'ils étaient pointés du doigt comme rouges, enfants de rouge, et rouge, la palette était extrêmement large, hein, donc c'était du républicain libéral jusque l'anarchiste, enfin bon, voilà, c'était tous ceux qui étaient républicains étaient rouges. Au niveau local, essentiellement, ce que je peux souligner en termes de théorie de la reconnaissance, l'expression de ce déni peut se marquer par une revendication de laver la honte liée aux condamnations, aujourd'hui considérée comme illégitime. Et donc effectivement, pouvoir sortir en rue, pouvoir être fier de son passé, fier de ses parents, fier de ses grands-parents, c'est quelque chose de fondamental. Même si dans les villages, on reste avec des spontanéités, où on est dans un bistrot, on parle de mémoire, on parle de répression, et tout à coup, une voix se lève, et tout à coup, une autre voix se lève en disant « Chut, moins fort, moins fort ». Alors, le concept de victimisation tertiaire, c'est quelque chose qui est apparu vraiment en fin de recherche et qui me semble en même temps fondamental, mais en même temps vraiment quelque chose qui est effleuré dans mon travail. C'est quelque chose qui m'a sauté un peu aux yeux, mais que je n'ai pas eu l'occasion d'approfondir et qui, à mon avis, est quelque chose qui est... Enfin, j'ai entendu dans plusieurs interventions où j'ai eu l'occasion de lire, notamment l'intervention de Maria qui va l'exposer tout à l'heure. On parle d'identité, je crois que c'est vraiment fondamental dans la construction de l'identité. Et ce phénomène de victimisation tertiaire rejoint un peu cette préoccupation d'identité, en ce sens que j'ai pu effectivement constater que ça joue un rôle déterminant chez tous les acteurs que j'ai rencontrés, ou dans toutes les lectures que je peux faire, ou dans tout ce que je vois au niveau de l'actualité. Et donc quelque chose qui reflétait assez bien cet héritage idéologique d'un côté comme de l'autre. Donc je parlerai de victimisation tertiaire pour ce qui est de moi ou de la plupart de ceux qui sont ici dans cette salle. Et de l'autre côté, il y a également une identification. Et donc Juan Gallo, qui était le commissaire à la mémoire historique avant cette législature-ci en Andalousie, et qui a participé aux interviews, me disait quelque chose d'assez caractéristique. Donc chaque fois qu'on touche à cette thématique, la droite andalouse devient hystérique. Ils sont stupides, car en devenant hystériques, ils s'identifient aux assassins. Voilà. Ça me semblait tellement représentatif de ce que j'essaye de mettre en évidence et ce que nous voyons aujourd'hui au niveau de l'État fédéral dans les prises de position de la part des membres du gouvernement. C'est vraiment quelque chose qui existe de manière très exacerbée en Espagne, cette identification de la droite espagnole, un peu archaïque, comme je l'appelle, qui s'identifie aux tenants du franquisme à tel point qu'ils en perdent la raison et la capacité de dialoguer, ou même la capacité de se distancer des assassins. Et donc il y a cet héritage idéologique. Alors du côté des victimes, ce même héritage existe, évidemment il est tout autre, parce qu'il fait aussi partie de cette quête d'identité qu'on nous a quelque part enlevé de force, quand on a fait disparaître nos grands-parents, ou qu'on a réprimé et criminalisé nos parents. Et donc effectivement la terminologie rouge aujourd'hui du côté des victimes est aussi assumée et revendiquée chez les petits-enfants comme un signe identitaire de reconnaissance collective et positif, ce qui n'a pas été le cas pendant toute la période de criminalisation des victimes. Et donc ce qui m'apparaissait, c'est qu'il s'agit vraiment d'un héritage idéologique qui est effectivement le fruit de cette criminalisation et de ce déni, et qui s'est poursuivi bien après la transition et qui existe encore aujourd'hui en 2013. Alors, le concept de victimisation tertiaire, comment est-ce que je l'entends et comment est-ce que je pense qu'il faudrait davantage le travailler plus avant, plus tard, c'est cette omniprésence des revendications de reconnaissance dans toutes les luttes sociales, la radicalisation des luttes qui se font de plus en plus aiguës face aux réponses insatisfaisantes du gouvernement,
dans un contexte où effectivement on est aujourd'hui en crise économique aiguë et dans une extrême pauvreté en Espagne, davantage qu'en Belgique, bien davantage qu'en Belgique. C'est aussi une réappropriation des revendications républicaines dans toutes les luttes sociales. Donc on voit de plus en plus des drapeaux dans toutes les manifestations, que ce soit le 15M ou que ce soit les manifestations Ocupa el Congreso ou les manifestations plus de lutte d'intérêt ponctuelle. Il y a de plus en plus de drapeaux et ça fait, bon, voilà, ça fait plaisir à voir aussi. La constitution d'un front civique qui est en train de s'organiser maintenant, au-delà de la plateforme pour l'instauration d'une troisième république. Et bon, voilà, à mon sens, c'est vrai que toute lutte pour la reconnaissance est susceptible d'instrumentalisation politique. Et je pense qu'effectivement, on assiste aujourd'hui en Espagne à ce risque-là. Donc c'est que ce mouvement et cette lutte pour la reconnaissance, c'est dans la mesure où il part d'un héritage idéologique et politique tellement fort, et davantage sujet à instrumentalisation que d'autres luttes. Et le phénomène est particulier à l'Espagne parce que le franquisme n'a effectivement jamais été reconnu comme régime fasciste, ni condamné par le chef de l'État, ni par un acte officiel, que ce soit au niveau européen ou international. Alors la criminalisation des victimes et de leurs familles pendant plus de 75 ans a contribué fortement à accentuer ce phénomène, qui, à mon sens, est un risque, effectivement, de nouvel affrontement en Espagne, entre Espagnols. D'autant qu'il y a effectivement une crise économique qui exacerbe les insatisfactions et le désespoir, et que le désespoir peut conduire à un moment à de la violence, d'autant plus que ce désespoir qui se manifeste par des manifestations a été fortement réprimé brutalement aussi par les forces de l'ordre. Donc voilà, c'est un risque que je perçois en tous les cas. Ça me semble un peu différent de la position des victimes juives dans la lutte pour la reconnaissance, par rapport à la hiérarchisation qui découlait de la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc entre les politiques, les juifs, ceux qui étaient dans la résistance, ceux qui ne se sont pas battus, etc. Donc il y a eu effectivement une lutte pour la reconnaissance assez importante qui a été menée par la communauté juive. Mais la lutte pour la reconnaissance menée en Espagne me semble, même s'il y a cette lutte, elle ne me semble pas contenir une hiérarchisation dans les catégories de victimes comme il y avait au niveau du débat en Europe par rapport aux victimes de la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Merci beaucoup. Tu voulais des questions après l'intervention de Marie? Comme tu veux. Bon, alors, s'il y a, merci Sophia, s'il y a d'ores et déjà des questions, des remarques, des commentaires pour cette première intervention, ou alors si dans la salle on préfère que toutes les questions soient groupées à la fin des deux interventions, quelqu'un a-t-il quelque chose de particulier à dire quant à cette thématique-là? Non? Alors, je vous propose qu'on passe directement à la seconde intervention. Mais justement par rapport à l'euro, parce que bon, quand même, Vas-y. oui, je crois en ce mot, la position de l'Europe, elle continue à être la même, mais c'est du déni de la part de l'Europe aussi. C'est quand même tout à fait hallucinant. Tout le monde sait très bien ce qui s'est passé en Espagne. Et donc, comment est-ce qu'on peut accepter ça? On est en démocratie. Question, quoi. Tout à fait, Victor en avait parlé ce matin et Jean-François aussi. Effectivement, donc la position de l'Europe, elle est déjà ambiguë au moment du soulèvement militaire en Espagne. Elle est ambiguë au moment d'accueillir les réfugiés espagnols au moment de la retirada, puisqu'effectivement, mon oncle, je le dis toujours, a été reçu comme il se doit dans les camps de concentration de la démocratie par le Front populaire français, ne l'oublions pas. Donc c'était une force de gauche. Hein.
La politique de non-intervention à ce moment-là était réellement une politique d'intervention parce que d'une part on sait qu'il y a eu des accords entre la Grande-Bretagne et l'Espagne pour la participation ou non-participation à la Seconde Guerre mondiale. D'autre part, on sait aussi qu'il y a eu des négociations avec Hitler par rapport à l'Espagne. Il y a eu tout l'armement soviétique était arrêté à la frontière française, mais en même temps, l'armement italien et l'armement allemand arrivaient avec les forces allemandes et italiennes. Donc, la politique de non-intervention était une politique d'intervention en faveur de Franco très très clairement. Et voilà, les républicains se sont retrouvés très seuls. Les Espagnols, qui n'étaient pas très rancuniers, se sont retrouvés effectivement dans la résistance ou dans les forces armées françaises pendant la Seconde Guerre mondiale. Et beaucoup se sont suicidés après la Seconde Guerre mondiale quand ils ont vu que les forces libératrices n'allaient pas libérer leur Espagne. Donc ça, c'est une réalité aussi. Hein. Il y a encore cette photo de